L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais... Ah, vous êtes là? Je ne vous ai pas entendu. Il faut dire que quand on est sous la douche, on ne pense pas à l'eau chaude. En tout cas, pas à la manière dont elle est chauffée. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en consomme de l'eau chaude? Tenez, une douche comme celle-ci, c'est 40 litres d'eau à 40 degrés. Quand on se rase ou quand on se lave les mains au lavabo, on tire 3 litres d'eau chaude. Et la vaisselle, quand on la fait à la main, on utilise à chaque fois 15 litres d'eau chaude environ. Bref, un adulte consomme en moyenne 80 litres d'eau chaude par jour. 80 litres à 40 degrés. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 50 bouteilles comme celle-ci. Et cela pour un adulte seulement. Mais ça peut aller jusqu'à 400 litres d'eau chaude par jour pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants. En fait, l'eau chaude nous semble acquise. On a l'impression que d'emblée, elle existe comme ça, chaude. Personne ne se pose jamais de questions sur la manière dont elle est chauffée, sauf justement quand il n'y a plus d'eau chaude. Ça, c'est ce qu'on appelle une douche écossaise. Et finalement, quand on se penche un petit peu sur le sujet, eh bien, pas mal de questions nous viennent à l'esprit. Pour y répondre, nous allons aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ballon d'eau chaude. Nous allons découvrir les dernières innovations technologiques dans ce domaine et nous verrons comment réaliser des économies d'énergie tout en produisant de l'eau chaude. Un chauffe-eau électrique, le fameux ballon d'eau chaude, a 2 fonctions. Chauffer de l'eau et la stocker. La chauffer la nuit, quand les tarifs de l'électricité sont les plus avantageux, et la stocker pour pouvoir la consommer chaude, à température constante, à tout moment de la journée. Alors du ballon d'eau chaude, on a une image un peu simpliste, celle d'un gros réservoir, tout blanc, sans vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien justement, je vous propose de découvrir ce qu'il y a sous le capot. Un chauffe-eau, pour faire simple, fonctionne un peu comme une grosse bouilloire électrique. Une résistance est immergée dans le bas de la cuve et chauffe l'eau à la température souhaitée grâce à un thermostat. Pour que l'eau reste chaude toute la journée, la cuve est entourée d'une couche de mousse isolante. L'eau chaude est ainsi conservée comme dans une grosse bouteille thermos. Et lorsque l'on prend une douche, on prélève de l'eau chaude qui est automatiquement remplacée par de l'eau froide qui sera à son tour réchauffée durant la nuit suivante. Alors bien sûr, l'une des premières questions qu'on se pose quand on choisit un chauffe-eau porte sur sa capacité. 50 litres, 100 litres, 200 litres ou plus. Avant de sortir la calculette, il faut savoir qu'à l'intérieur du ballon, l'eau est chauffée en moyenne à 65 degrés Celsius. Or, personne ne prend une douche à 65 degrés. On se brûlerait. En fait, quand on tire de l'eau chaude, il s'agit d'un mélange de l'eau à 65 degrés et de l'eau froide pour que l'eau de la douche, par exemple, atteigne environ 40 degrés. Ce qui veut dire qu'avec un ballon de 200 litres, par exemple, 200 litres d'eau chauffée à 65 degrés, on obtient environ 400 litres d'eau à 40 degrés. C'est ce qu'on appelle le V40, le volume d'eau chaude disponible à 40 degrés. Cette notion est très importante au moment où l'on fait son choix. En effet, à capacité identique, plus un chauffe-eau possède un V40 élevé, plus il est performant. On vient de le voir, un chauffe-eau électrique fonctionne en gros comme une bouilloire. Or, tous ceux qui utilisent une bouilloire ont observé qu'à la longue, la résistance s'entartre. Eh bien, les chauffe-eau électriques sont logés à la même enseigne. Les résistances qui sont directement plongées dans l'eau, des résistances que l'on dit blindées ou thermoplongées, risquent à la longue, elles aussi, de s'entartrer. Le problème, c'est que lorsque le dépôt de tartre est trop important, la résistance ne peut plus chauffer correctement. On risque alors de ne plus avoir d'eau chaude. Une seule solution dans ce cas, changer la résistance en vidangeant au préalable le chauffe-eau, ce qui franchement n'est pas très pratique. Pour éviter de telles situations, les ingénieurs ont développé la résistance stéatique, une résistance qui est protégée par un fourreau. De cette manière, la résistance n'est plus en contact direct avec l'eau. En plus, la surface d'échange du fourreau, qui est 2 fois plus grande que celle d'une résistance blindée, assure une meilleure répartition de la chaleur. Du coup, la température nécessaire pour chauffer l'eau n'est plus que de 85 degrés au lieu de 125. C'est mieux
car le tartre se forme plus facilement quand la température est plus élevée. Avec cette résistance, le dépôt de tartre est donc moins important, sans compter qu'en cas d'intervention, c'est plus simple. En effet, on peut retirer la résistance sans vidanger le chauffe-eau. Si on se résume, la résistance stéatite est donc incontestablement plus performante. Mais le tartre n'est pas le seul problème que rencontre un chauffe-eau. Il y a aussi la corrosion due à l'eau et plus précisément à la composition de l'eau. Cette composition varie d'une région à l'autre et parfois d'une commune à l'autre au sein d'une même région. Pour un chauffe-eau, la qualité de l'eau peut se résumer à 2 critères. D'abord, sa dureté ou son degré TH. Plus une eau contient du magnésium et du calcium, plus elle est dure, ce qui est bon pour la protection de la cuve. Ensuite, il y a son caractère corrosif, lié à la quantité de nitrate, de chlorure et de sulfate, des éléments qui favorisent la corrosion des métaux. Autrement dit, les cuves étant en acier, eh bien, les chauffe-eau sont sensibles aux attaques de l'eau. Sans protection, ils peuvent s'oxyder, autrement dit rouiller, puis percer. Pour éviter ce phénomène, on les protège en les recouvrant d'une couche d'émail. Grâce à sa composition, l'émail forme une barrière qui résiste très bien aux changements de température et de pression qui règnent à l'intérieur d'un chauffe-eau. Cela dit, la porosité naturelle de l'émail permet malgré tout à l'eau d'entrer en contact par endroits avec l'acier. Par conséquent, si cette protection par émaillage est nécessaire, elle n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle elle est toujours couplée à une protection complémentaire. Il en existe plusieurs types et nous allons voir de plus près comment elles fonctionnent. Une des solutions consiste à placer une anode en magnésium dans la cuve. En présence d'eau, un courant électrique apparaît spontanément entre le magnésium et l'acier de la cuve. Sous l'effet de ce courant, l'anode se dissout et le magnésium libéré se dépose sur les parois de la cuve qui s'en trouvent protégées. Le problème, vous l'aurez sûrement deviné, c'est que plus le temps passe, plus l'anode en magnésium se dissout jusqu'à finir par disparaître totalement. Voilà pourquoi on parle d'anode sacrificielle. Plus d'anode, plus de protection, le chauffe-eau finit par percer et vous n'avez plus d'eau chaude. Une autre solution consiste à placer une anode en titane, inusable cette fois. Cette anode est reliée à un générateur qui impose un courant électrique pour capter certains minéraux naturellement présents dans l'eau, le magnésium et le calcium, et les précipiter sur les parois de la cuve pour la protéger. Rassurez-vous, ce courant n'est pas très fort, quelques volts seulement, donc aucun risque d'électrocution. Cette protection offre l'énorme avantage de durer dans le temps, mais pour être efficace, elle nécessite une eau riche en magnésium et en calcium. Pour s'affranchir de la qualité de l'eau, quelle que soit la région où on se trouve, les ingénieurs ont donc mis au point un nouveau système de protection dynamique qui combine les avantages de l'anode en magnésium et de l'anode en titane. On parle d'anode hybride, un système efficace contre la corrosion, quel que soit le type d'eau. Il s'agit d'une anode en titane recouverte de magnésium. Dès la mise en service du chauffe-eau, le courant émis par l'anode projette le magnésium protecteur sur les parois de la cuve. Ensuite, cette barrière protectrice est maintenue durant toute la vie du chauffe-eau grâce au courant imposé par l'anode en titane inusable. Cette protection dynamique prolonge la durée de vie des chauffe-eau, quelle que soit la qualité de l'eau, jusqu'à 2 fois plus longtemps quand l'eau est agressive. Voilà, on a fait le tour des dernières innovations en matière de protection contre la corrosion. En matière d'économie d'énergie, les chauffe-eau ont aussi considérablement progressé. En effet, les résistances stéatites, plus performantes que les résistances blindées, les nouvelles protections contre la corrosion, plus les thermostats électroniques, plus précis que les thermostats mécaniques, permettent de réaliser 8% d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Comme dans beaucoup de cas, les économies d'énergie passent d'abord et avant tout par une meilleure optimisation de la consommation, ce qui est grandement facilité par l'intelligence embarquée dans les nouvelles générations de chauffe-eau. Tenez, un exemple. Les enfants sont absents la semaine. Ils ont l'habitude de rentrer le week-end. Eh bien, avec cet équipement, le chauffe-eau adapte automatiquement la température de chauffe pour produire la bonne quantité d'eau chaude nécessaire en semaine et le week-end. En plus, vous gardez toujours un œil sur la quantité d'eau chaude disponible. Allez, un autre exemple pour la route.
Au moment de partir en vacances, vous programmez l'arrêt du chauffe-eau et sa remise en route automatique pour avoir de l'eau chaude à votre retour. Avec ces innovations, c'est jusqu'à 20% d'économies d'énergie qui sont réalisables. L'utilisation des énergies renouvelables est aussi un levier pour faire des économies d'énergie. Alors quand on parle d'énergie renouvelable et de chauffe-eau, on pense en priorité au chauffe-eau solaire. Une petite précision. Dans ce cas, l'énergie solaire n'est pas utilisée pour produire de l'électricité, mais pour chauffer l'eau. Les panneaux solaires réchauffent un liquide, de l'eau mélangée à de l'antigel en l'occurrence, qui à son tour va réchauffer l'eau contenue dans la cuve. Cette solution est performante sur le plan énergétique, encore faut-il avoir une toiture ou une terrasse suffisamment ensoleillée. Une autre solution a aujourd'hui le vent en poupe, le chauffe-eau thermodynamique. Le principe est ingénieux, il s'agit de récupérer les calories de l'air pour les transmettre à l'eau. Pour cela, on va utiliser une pompe à chaleur associée à un chauffe-eau qui fonctionne avec un fluide frigorigène. Je vous explique le principe. Au contact de l'air ambiant, le fluide se réchauffe et se transforme en gaz. Il est alors compressé et sa température va atteindre 90 degrés. Eh bien, c'est ce gaz, chaud et sous pression, qui va réchauffer l'eau à l'intérieur de la cuve. Comme le fluide se refroidit, il redevient liquide et il est à nouveau prêt pour recommencer un cycle. Avec ces chauffe-eau thermodynamiques, on peut réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Alors je sais ce que vous allez me dire, ils coûtent plus cher à l'achat que des chauffe-eau classiques. C'est vrai, mais il faut savoir qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt. Ça ne fait pas tout, mais quand on ajoute les économies qu'ils nous font réaliser, eh bien au bout de la 4e année, le surcoût est amorti. Et au-delà, eh bien ces chauffe-eau thermodynamiques deviennent plus rentables. Voilà, vous avez tout sur le chauffe-eau et maintenant quand vous prendrez votre douche, eh bien vous saurez d'où vient l'eau chaude et comment faire des économies d'énergie. Bon, j'y retourne parce qu'il reste encore un peu de mousse. I'm singing in the rain, la la